As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Ce que je vais faire, c'est d'abord déjà sensibiliser justement à qu'est-ce qu'on entend par la question sociale et commencer par un petit peu donner des définitions, parce que très souvent, vu que le titre de l'intervention de ce soir, le sujet de ce soir, c'est quel avenir pour le système social français, à travers le système social, chacun se sent concerné de près ou de loin, en tant que bénéficiaire, en tant qu'usager, en tant que contributeur, en tant que contribuable. Donc, et chacun donne son avis sur la question. Et au final, même si c'est un débat qui est presque constant en fait, en France, finalement, il y a énormément énormément d'erreurs, énormément de personnes aussi qui parlent au nom d'eux, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes pour autant. Et d'ailleurs, les spécialistes dans la matière se font assez rares, et je n'en fais pas partie justement. En tant qu'assistant social, je suis, on va dire, confronté à des réalités sociales, et en tant que travailleur social, j'essaie de je travaille avec des dispositifs justement mis en place par l'État social. Donc voilà, il y a plusieurs fois le mot social qui revient. Donc je voulais d'abord commencer par essayer de tenter d'expliquer de quoi on parle en fait quand on parle du système social français. C'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on appelle l'État-providence, qui revient souvent, l'État social, la protection sociale, ou encore l'aide sociale ou l'action sociale. Tout cela, ce sont des mots qui ne veulent pas dire forcément la même chose. Donc, en préambule, je vous propose deux définitions. D'abord, la définition de l'État social. L'État social, finalement, serait un État qui articule une régulation de l'économie de marché avec le développement de droits sociaux. Voilà, je n'ai pas pu faire plus simple. En gros, c'est cet ensemble de choses qu'on peut nommer système social, c'est-à-dire qui est mis en place par l'État social. C'est-à-dire que l'État prend part à l'économie de marché en instillant des droits que l'on qualifie de sociaux. Bien entendu, je vais rentrer dans le détail après. Qu'est-ce qu'on entend par droits sociaux, même si je pense que tout le monde a déjà une idée sur la question. Quant à l'État-providence, là, cette fois, le sujet est un peu resserré sur la France, je dirais, parce que l'expression même État-providence provient de l'histoire de la France. Parce que l'État social, j'entends par là qu'il y a plusieurs formes d'État social. Il y a un État social en France. Il est différent de celui qu'on trouve au Danemark, qu'on trouve au Royaume-Uni, en Allemagne, à Cuba, au Venezuela. Tous ces États sont, on peut dire, des États sociaux, mais chacun avec leurs particularités, bien entendu. Et alors, pour en revenir à l'État-providence, ce qu'on peut dire de l'État-providence, c'est un État qui étend sa dotation de compétences en matière réglementaire, politique et sociale afin d'agir pour l'intérêt général. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'intervention publique ou de force publique, le fait, par exemple, que l'État nationalise une entreprise ou que l'État instaure les 35 heures pour les salariés du secteur privé, par exemple, ça influe forcément sur l'économie de marché. C'est en ça que c'est une disposition d'un État social. Et lorsqu'on parle d'État-providence, alors pour l'anecdote, en fait, c'était Émile Ollivier, qui était un député en 1864, donc sous le Second Empire. Il disait, alors pour ironiser et pour dévaloriser aussi les capacités de l'État à mettre en place un système de solidarité nationale plus efficace que les structures traditionnelles, il disait, voilà un État qui se prendrait pour la Providence, c'est-à-dire un État qui couvrirait finalement les risques auxquels chacun peut être exposé, la maladie, les accidents, les accidents du travail, les maladies professionnelles, le fait d'avoir plusieurs enfants, voilà. Donc c'est de là que vient l'expression État-providence. Donc, dans cette acception très française, en fait, qu'on entend par État-providence, on peut l'opposer à ce qu'on appelle l'État gendarme. L'État gendarme qui est qualifié ainsi parce qu'il ne revêt aucune compétence spécifique, hormis les fonctions que l'on nomme régaliennes, c'est-à-dire l'ordre public, via le ministère de l'Intérieur, la justice et la défense du territoire. À partir du moment où l'État se dote de compétences, de plus de compétences que celles que je viens de citer, on peut, je m'ai risqué à le dire un peu, parler déjà d'État-providence finalement. Donc voilà, ça c'était deux petites précisions que je voulais faire en préambule. Voilà, lorsqu'on parle d'État social, d'État-providence, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que voilà, c'est une régulation de l'économie de marché par l'instauration de droits sociaux, par l'intervention publique, par la force publique.
Et évidemment, je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Mais alors, puisque l'on parle donc du système social français, et que rien, du moins dans l'histoire des hommes, ne naît ex nihilo, quelque chose naît toujours de quelque chose qui a été fait auparavant, il y a forcément un contexte, un processus historique, donc de structuration dans l'institutionnalisation de la solidarité à la française, si je puis dire. C'est-à-dire que la mise en commun de certains risques, donnant ce que l'on reconnaît comme étant aujourd'hui le système social, et qui peut même pour, je suppose, la plupart d'entre nous, du moins beaucoup d'entre nous, de Français, je dirais, comme allant de soi, et bien évidemment, ce n'est pas venu d'un seul coup. Donc c'est ce que je vous propose que l'on fasse, c'est de revenir un petit peu en arrière, pas trop loin, rassurez-vous, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à avoir cet état social et que l'on nomme même d'exception française. On va voir pourquoi on parle d'exception française en la matière. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps plus court, parce que j'aimerais faire la part belle au débat surtout, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et finalement quels sont les risques ou, pour parler plus objectivement, les changements possibles en ce qui concerne le système social français actuel. Donc pour ça, alors je ne vais pas remonter trop loin comme je l'ai dit, je vais remonter au 19e siècle, vers 1830, parce qu'on pourrait remonter plus loin déjà en parlant de Saint-Louis et les établissements de commun profit, ou les espèces de tontines où il y avait des travailleurs qui se cotisaient ensemble pour couvrir certains risques. Bon, tout ça, c'est ce serait un petit peu anachronique. En fait, vous allez très vite comprendre pourquoi. Je ne vais pas parler de tout ce qui concerne finalement tout ce qui se passe avant la Révolution française. Parce que finalement, la Révolution française, elle a institué donc la République, parce que là, rien de très innovant dans ce que je dis, et qui a garanti la liberté et l'égalité aux citoyens. C'est à partir de ce moment-là que la notion de citoyenneté apparaît. Mais très vite, quand je dis très vite, avec donc l'industrialisation, donc, une quarantaine d'années après, donc environ 1830, on se rend compte qu'il y a une émergence de la classe ouvrière, en fait. Ce qu'on peut dénommer, grosso modo, la classe ouvrière, finalement, c'est qu'on remarque qu'il y a certains des citoyens, qui sont libres et égaux en droit, comme les autres, qui participent au développement économique par l'industrialisation, mais qui pour autant paradoxalement créent de nouvelles formes de pauvreté. Ils se rendent compte justement qu'il y a une contradiction en fait entre le principe d'égalité de droit et l'industrialisation, la mise en concurrence, qui génère elle-même ces nouvelles formes de pauvreté. C'est à cette époque d'ailleurs qu'on voit les courants de pensée, les saint-simoniens ou Proudhon par exemple, qui critiquent la propriété privée, ce genre de choses. Voilà, c'est à partir de cette période-là que ce genre de pensée émerge. C'est-à-dire qu'auparavant, dans la royauté en général, on ne pouvait pas vraiment parler de ça, puisque le changement, le véritable changement qu'il y a eu lorsqu'on est passé de l'Ancien Régime à la République, c'est qu'il y avait ce principe d'égalité et de liberté, mais qui, au final, il y avait les personnes qui possédaient, donc le capital, qui investissaient, et qui gagnaient, au final, qui participaient à leur façon à la création de richesses, et de l'autre, donc les travailleurs, les prolétaires, c'est-à-dire, en gros, ceux qui n'avaient que leur force de travail pour avoir un revenu, au final, se rendaient compte qu'ils n'étaient plus si égaux que ça. Donc c'est pour ça que je compte partir de là, c'est que cette émergence d'une nouvelle classe, d'une nouvelle forme de pauvreté qui est orchestrée par la nouvelle société, a donné donc l'émergence de la classe ouvrière. Et donc également le courant proudhoniste. Alors à cette époque-là, il y avait la création des sociétés de secours mutuels finalement. Je le relève parce qu'on peut dire que c'est les premières formes de protection sociale qui a été mise en place par les ouvriers. C'est l'ancêtre, entre guillemets, de la sécurité sociale, dont je vais vous parler après, bien entendu. Alors, finalement, le droit du travail, je ne parle pas du code du travail, ça viendra après. Le droit du travail, c'est-à-dire des lois qui sont votées, bien entendu, et érigées, donc garanties par l'État. Quand on parle du droit du travail, sera mis en place qu'à partir de 1848, donc par la Nouvelle République. À partir de ce moment-là, je crois, il me semble que la notion de fraternité vient compléter liberté-égalité. Alors donc ce seront donc finalement là aussi ça viendra au fur et à mesure. Alors je crois que c'était même un petit peu avant 1848 qu'il y avait par exemple une limitation du temps de travail pour les enfants, jusqu'à la légalisation des syndicats
et la liberté syndicale en 1884. C'est-à-dire qu'auparavant, les syndicats n'étaient pas reconnus, n'étaient pas déjà autorisés, et n'étaient pas reconnus par l'État. Et donc à partir de 1884, donc l'émergence de cette classe ouvrière va faire en sorte qu'ils s'organisent, qu'ils créent donc des fédérations, des confédérations, et que au bout d'un moment, ça sera reconnu par l'État, donc à partir de 1884. Donc à partir de ce moment-là, puisque les syndicats existent bel et bien, ils peuvent opérer un bras de fer avec le patronat afin de créer justement une puissance d'équilibre. Ça, c'est très important, c'est la puissance d'équilibre. Ça va être un petit peu le fil rouge de toute... Michael a bien utilisé le mot conquête sociale. Quand on parle de conquête, c'est bien quelque chose qui se prend et qui s'octroie, peut-être pas forcément par la force, on va le voir après, mais en tout cas qui ne se donne pas. C'est quelque chose qui se prend. Donc voilà, à partir du moment où les syndicats, c'est leur fonction première, c'est de représenter une catégorie de travailleurs, ou les travailleurs en général. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de syndicats comme aujourd'hui. Il y avait quasi exclusivement que la CGT, la Confédération Générale du Travail. Et donc voilà, les syndicats vont pouvoir créer une puissance d'équilibre et faire valoir la condition des travailleurs. C'est-à-dire que au fur et à mesure, ces syndicats se mobilisaient et faisaient pression au niveau du pouvoir législatif pour pouvoir codifier, donc pour pouvoir créer un code du travail qui est de la même valeur, je dirais, que d'autres lois au niveau des travailleurs. Je pense notamment au député socialiste Arthur Groussier, qui avait énormément œuvré en cela, mais finalement ça n'a pas abouti. C'est toujours à reculons ce genre de choses, vous allez le voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, parmi d'autres, une grève générale du 1er mai 1906, qui a été donc organisée par la CGT, pour remettre un petit peu dans le bain de cette année-là, parce que là, on voit aujourd'hui, effectivement, avec la loi El Khomri, je vais en parler, bien sûr, il y a beaucoup de grèves en ce moment, beaucoup de manifestations. Pour l'année 1906, il y avait environ 1300 grèves qui duraient en moyenne chacune 19 jours. On est très loin aujourd'hui de la capacité de mobilisation qu'il y avait à ce moment-là. Mais en même temps, les conditions, encore une fois, n'étaient absolument pas les mêmes. C'est en ça que je parlais tout à l'heure qu'il y a un contexte éminemment historique qui permet d'avoir cette capacité de mobilisation, justement. Donc finalement, cette grève générale du 1er mai 1906 aboutira à la création par Georges Clemenceau du ministère du Travail, qui s'appelle à l'époque le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Et donc ce ministère permettra d'appuyer le travail de certains parlementaires socialistes, notamment Jules Guesde ou Jean Jaurès, pour ne citer qu'eux. Donc au final, après, le 28 décembre 1910, nous avons enfin le Code du travail. C'est-à-dire qu'enfin, pour la première fois, nous avons un livre, reconnu évidemment donc, par l'État et par toutes les institutions, qui permet d'avoir, comme son nom l'indique, des codes sur ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé à faire par les employeurs. Ça semble tout bête, encore une fois, ça tombe sous le sens, mais avant, ça n'existait pas. Donc ce code du travail porte avant tout sur les conventions relatives au travail, les contrats de travail, tout simplement, les contrats d'apprentissage, la fixation des salaires. Voilà, avant, ça c'était ouvert aux quatre vents, si je puis dire, alors que maintenant, c'est codifié. Les employeurs, le patronat ne peut plus faire ce qu'il veut comme auparavant. Et en plus, évidemment, de compiler les lois déjà existantes que j'ai évoquées très brièvement, comme la limitation à 11 heures par jour de travail pour les enfants et pour les femmes, l'indemnisation des accidents du travail, la création des syndicats professionnels, l'assurance vieillesse obligatoire pour les salariés du commerce et de l'industrie, etc. etc. Oui, quand je dis l'indemnisation des accidents du travail, à l'époque, effectivement, si vous étiez ouvrier du chantier et que vous tombez d'échafaudage, c'était pour votre pomme, si vous en surviviez. Donc voilà, on ne se rend pas compte, encore une fois, parce que finalement, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Généralement, c'est des choses qu'on signe sans trop regarder, sur les contrats, sur les assurances ou quand on va à la Sécu. Mais voilà, il a fallu justement des grèves, parfois donc générales, pour pouvoir aboutir à ça. Toutefois, quand je disais que les choses traînaient un petit peu, c'est pas pour médire, c'est que le Code du travail finira d'être compilé en 1927 uniquement. Donc il va falloir quand même 17 ans pour le codifier. Et donc c'est à partir
donc du moment, selon moi, en tout cas je me suis permis de l'estimer, à partir de 1927, lorsque le Code du travail sera bel et bien fini, qu'on peut parler vraiment qu'il y a la naissance de l'État social. J'ai failli dire tel qu'on le connaît aujourd'hui, non, il y a encore d'autres tournants majeurs que je vais évoquer après. Mais on peut dire que voilà, l'État social à la française naît à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va évoluer, évidemment, au fur et à mesure des événements, des revendications, des faits historiques, des mutations sociales. Mais on peut clairement dire que l'État social apparaît véritablement à partir de cette période. Alors je fais un petit bond en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, je vais devoir être un peu rapide sur certains sujets. Suite à l'affaire Stavisky de 1934, alors brièvement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Stavisky, c'était un escroc, donc, enfin, il était un escroc très célèbre au niveau des crédits municipaux à Orléans et à Bayonne, qui en fait avait fonctionné grâce à un montage financier frauduleux. Je crois que c'est le système Ponzi. Enfin bon, si vous avez un smartphone, c'est bien. Exactement. Donc voilà, donc, grâce à ce montage financier frauduleux, avec la complicité de personnalités politiques et économiques, il a réussi à soutirer énormément d'argent de l'État. Je ne sais pas si on peut dire que c'était le Bernard Tapie de l'époque, je ne sais pas, hein, je risque un procès. Donc bon, en tout cas, voilà, donc suite à l'affaire Stavisky, qui a fait évidemment un tollé dans la presse et dans la société française, a entraîné la tentative d'assaut de l'Assemblée nationale au 6 février 1934 par l'Action française et les Croix de Feu. Il me semble que c'est en 1934, non je crois que c'est en 1935. Oui, 6 février 1934. Et je parlais du fait que François Mitterrand, que tout le monde connaît, faisait partie de l'Action française à ce moment-là. Donc il avait tout juste 18 ans. Il effectivement était dans les jeunesses, enfin il a un truc spécial pour les jeunes. Et donc à l'époque, bon c'est pour l'anecdote ça, hein, il manifestait auprès donc, de ses amis de l'Action française et des Croix de Feu, donc suite à une loi qui autorisait les médecins étrangers à exercer en France. Et donc on le voit défiler, donc là encore une fois vous allez sur Google Images, hein, vous voyez donc, une photo de François Mitterrand, il y a écrit « Face à l'invasion métèque, faites grève ». Bon. Donc voilà le contexte. Alors, je ne pense pas qu'il est en 1934, vu qu'il est né en 1916, non, à mon avis, tu es un peu trop jeune. Je ne pense pas qu'il était là. Mais toujours est-il que, il ne faut pas oublier encore une fois le contexte, hein, Mussolini, Hitler, etc. L'extrême droite française a tenté de marcher donc, sur l'Assemblée nationale pour renverser la République, d'où cette fameuse phrase qui est restée, où c'était à bas les voleurs, à bas les menteurs. Ça date de là. Et cet événement, en fait, suite à l'affaire Stavisky, ça va engendrer une volonté de rassemblement face aux anti-républicains, justement. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a la naissance du Rassemblement populaire, qui s'appellera très vite après le Front populaire, qui rassemble donc le Parti radical, le Parti communiste et la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Donc ce rassemblement permettra la réunification de la CGT, qui entre-temps a eu des dissidents et qui formait la CGT-U, U pour unitaire. Et donc ces derniers manifestent ensemble le 12 février 1934. On trouve des archives de l'INA, des discours de Léon Blum à ce moment-là, voilà, qui disaient qu'il faut résister pour sauver la République. Donc voilà, il y aura donc, la fameuse manifestation du 12 février 1934. Je crois qu'il y a même aujourd'hui des places, des arrêts de bus qui portent cette date. Donc justement, tout cela, donc le PC, le Parti radical, la SFIO et la CGT réunifiée manifestent pour sauver la République. Et donc cet énorme mouvement va contribuer à faire gagner la gauche aux législatives de 1936. Et puisque la SFIO sera majoritaire à l'Assemblée nationale, pour la première fois en France, nous avons un premier gouvernement dirigé par un socialiste, qui n'est pas Manuel Valls, qui était Léon Blum. Mais pour autant, alors, comme chacun sait, il ne suffit pas qu'un socialiste soit à la tête de l'État pour que tout se règle, je pense que vous l'avez compris. On observe qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de grèves, il y a beaucoup d'occupations d'usines pendant cette période qui sont organisées par la CGT, avec des occupations d'usines, ça c'est assez nouveau, et je pense que tout le monde a un petit peu en tête, je pense que tout le monde qui a vu un reportage ou un documentaire à ce sujet voit l'occupation d'usines justement, où vous avez les ouvriers qui organisent des fêtes, finalement c'est assez bon enfant. On est très loin on n'est plus en 1906, on est vraiment dans une occupation joyeuse, entre guillemets, de l'espace de travail. Je dis joyeuse entre guillemets parce que là, encore une fois, pour que vous vous rendiez compte de l'état
dans lequel la société française et notamment les travailleurs se trouvaient, il y avait à cette période 12 000 grèves, dont 9 000 avec occupation, qui représentaient environ 2 millions de grévistes. Pas de 2 millions de manifestants, 2 millions de grévistes. Donc, pour ainsi dire que l'État a été complètement paralysé. Et c'est en ça qu'on voit que la classe ouvrière, les travailleurs, d'une manière générale, ceux qui participent au développement économique par leur force de travail, ont un réel rôle à jouer et donc justement veulent une rétribution légitime de ces fruits de l'essor économique. Donc finalement, c'est la grève générale du 5 juin de la même année qui a permis une réunion de l'État avec le patronat en vue de faciliter les négociations collectives. C'est-à-dire que pour la première fois, le patronat qui sentait un petit peu le vent de la révolution venir, encore une fois, il ne faut pas oublier les bolcheviks, etc. On est dans cette période-là aussi. Le patronat s'est dit, d'accord, là, j'ai besoin de l'État pour que les ouvriers reprennent le travail. Ça s'est très rarement vu en fait, que le patronat demande l'aide de l'État, donc où le président du conseil était Léon Blum, qui donc va permettre de faciliter les négociations collectives, et le patronat va céder aux revendications, et ça donnera les accords de Matignon, donc du 7 juin 1936. Avec, là aussi encore une fois, tout ça c'est très connu, mais je le rappelle quand même, avec l'instauration des 40 heures de travail par semaine, avec le réajustement des salaires entre 7 et 15% selon les secteurs d'activité, parce qu'il y a eu l'inflation, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait il n'y avait pas le SMIC, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les conventions collectives. Il y avait aussi également les fameux 15 jours de congés payés. Pour la première fois, les travailleurs vont aller à la mer, comme on dit. Mais bon, ceci dit, je précise que ces 15 jours de congés payés ne faisaient pas partie des accords, mais étaient prévus dans le programme du Front populaire. Encore une fois, tout allait dans le sens finalement des travailleurs, c'est-à-dire que le patronat avait cédé aux revendications, la SFIO était majoritaire et donc ils avaient un gouvernement socialiste, et c'est ça qui a permis vraiment, qui a été un autre tournant majeur, donc après 1906, dans la consolidation, dans la construction de l'État social tel qu'on l'entend aujourd'hui. Toutefois, l'État est revenu sur certains principes, parce que il y avait la menace de l'Allemagne nazie, le fameux effort de guerre, donc l'État était revenu un peu en arrière, ça a beaucoup fait grincer les dents des syndicats. Ils sont revenus sur certains principes comme les 40 heures par exemple, selon certains secteurs d'activité qualifiés de sensibles, notamment la métallurgie, la sidérurgie, justement pour pouvoir participer à une production plus massive pour pouvoir faire la guerre. Et là, encore une fois, ce n'est vraiment pas le sujet, donc je vais pas épiloguer sur la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai absolument éclipsé la première également aussi. En fait, donc je vais tout de suite passer à la Libération. Donc à la Libération, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un gouvernement d'union nationale. J'ai failli dire à l'instar du Front populaire, c'est pas vrai, c'est pas à l'instar du Front populaire, parce que ça rassemblait les gaullistes, ça rassemblait les socialistes, donc les SFIO, et les communistes, avec le Parti communiste, et également des syndicats prépondérants. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la même chose parce que tous ces partis et les syndicats vont mettre en œuvre le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, et ce n'est pas pareil parce qu'à la différence du programme du Front populaire, c'est un programme consensuel qui finalement remporte l'adhésion de, je dirais presque la quasi-totalité de la société française à ce moment-là. Et en plus, il va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a eu des nationalisations, la Banque de France, le gaz, l'électricité, Air France, Renault, mais aussi il y a un contrôle par l'État de la marine marchande, la création des comités d'entreprise, des conventions collectives. Donc toutes ces réformes font que l'État devient un acteur économique vraiment prépondérant. Donc déjà, l'État social existait donc depuis un moment, selon moi il existe à peu près depuis 1906, et là il devient vraiment prépondérant, notamment par le fait qu'il s'immisce dans la vie économique. C'est là vraiment qu'à partir de cette période que la puissance publique devient vraiment quelque chose de majeur dans le quotidien des Français. Parce qu'évidemment, 1945 puis 1946, 1947 va donner lieu à plusieurs réformes et pas des moindres, notamment des réformes sociales qui étaient organisées par Pierre Laroque, un ancien résistant de combat et qui deviendra haut fonctionnaire et très proche de Gaulle, et Ambroise Croizat, un communiste qui a été donc à ce moment-là ministre du Travail.
ils permettront de créer la sécurité sociale que nous avons encore aujourd'hui, qui là aussi a évolué, a eu quelques changements, conformément aux mutations justement de cette fameuse question sociale. Quand on parle il y a des mutations de la pauvreté. Évidemment, être pauvre aujourd'hui ne revêt pas les mêmes aspects en 2016 qu'en 1945. Donc il y a eu des adaptations. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Mais donc voilà, il y a cette ordonnance de 1946 a créé la sécurité sociale avec ses branches maladie. Donc je précise un petit peu, c'est-à-dire la maladie, l'invalidité, la maternité et le décès. La santé au travail, donc que sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. La vieillesse, avec donc l'instauration des retraites par répartition. Je rappelle qu'en 1946, l'espérance de vie était de 68 ans. Hein. Donc là aussi, encore une fois, il faut panacher avec ce qu'était la société hier, ce qu'elle est aujourd'hui. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et aussi également une autre branche, c'est la branche famille, donc qui inclut le logement et le handicap. Donc je répète, voilà, donc vous avez la sécurité sociale avec la branche maladie, la branche santé au travail, la branche vieillesse et la branche famille. Le fait qu'il y ait la création de la sécurité sociale avec ces 4 branches-là permet l'institutionnalisation de la solidarité nationale. Ça veut dire que dorénavant, c'est l'État, j'expliquais tout à l'heure que l'État social intervient dans l'économie de marché par l'intermédiaire par la création de droits sociaux. Là, cette fois, il y a une institutionnalisation, c'est-à-dire que l'État est prépondérant, donc non seulement dans la vie économique, mais aussi également dans la prise en charge de ses citoyens. Donc c'est pour ça qu'on peut parler d'institutionnalisation de la solidarité nationale, parce que ça veut dire que ça sera un socle de ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle social français, avec ses particularités qui fait que justement on parle d'exception française. Je vais y venir tout de suite. Pour le résumer en une phrase, la création de la sécurité sociale forme ce qu'on appelle, je dirais, l'identité sociale de la France, quelque part. Et alors justement, je vous propose une définition de la protection sociale qui donc concerne toutes les formes de protection sociale, donc pas uniquement celle à la française. Je vais y venir justement, ce qu'on entend par la protection sociale à la française. C'est que la protection sociale, ce sont des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus de faire face financièrement aux risques sociaux. Qu'est-ce que c'est que les risques sociaux ? Les risques sociaux, ce sont des aléas de la vie qui fait que les ressources d'une personne se diminuent ou augmentent. Donc suite à une maladie, suite à un handicap, suite à la vieillesse. Il est même question aujourd'hui de créer une 5e branche qui s'appelle la branche dépendance pour les personnes vieillissantes. Et donc, tout simplement la fondation d'une famille. Tout ça peut amener à baisser les ressources ou augmenter les dépenses, voire les deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques sociaux. Donc la protection sociale, ce sont des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus de faire face financièrement à ces risques sociaux. Et après, en ce qui concerne l'aide sociale aussi, j'entends souvent parler d'aide sociale, et là, encore une fois, il y a beaucoup de confusion quand on parle du RSA, quand on parle de ci, de ça. Je rentrerai dans le détail volontiers après, et même pendant le débat, si vous voulez. C'est que l'aide sociale, ce sont des versements de l'État et d'organismes de services publics. Je rappelle que la sécurité sociale n'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise privée qui a une mission de service public, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, auxquelles ont droit des personnes si elles répondent à certains critères. Et je ne parle pas forcément d'écus sonnants et trébuchants, je ne parle pas forcément d'aide financière pour la subsistance, pour payer un loyer, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, l'aide sociale à l'enfance, si vous avez besoin d'une aide éducative à votre domicile, ou si votre enfant a été appréhendé par la police et que il est finalement il n'aura qu'un rappel à la loi, mais le juge pour enfants peut émettre plus que des recommandations, peut obliger en tant que juge justement qu'il y ait des mesures éducatives renforcées, un placement, etc. Tout cela, c'est pas gratuit, ce sont des services de l'État. Donc quand on parle de l'aide sociale, c'est celle-là. Enfin là, c'est plutôt l'aide sociale légale. Après, il y a l'aide sociale facultative, très rapidement. C'est pas un droit automatique, contrairement à l'aide sociale légale, qui encore une fois garantit liberté, égalité, oblige à tous les citoyens, s'ils en remplissent les critères, ils peuvent en bénéficier. L'aide sociale facultative, elle, donc ce n'est pas un droit automatique, c'est par exemple des organismes de charité ou des associations type Secours populaire, Secours catholique, encore que ces associations-là c'est un peu particulier parce qu'elles sont reconnues d'utilité publique, donc elles peuvent prétendre à des financements de l'État. Mais bon, en gros, voilà, si vous retenez juste l'aide sociale légale, je serais très content.
c'est que voilà, ce sont des versements de l'État et des organismes du service public auxquels ont droit des personnes s'ils remplissent les critères. Et donc ce sont les compétences du département. Donc j'ai parlé à l'instant de l'aide sociale à l'enfance. Donc en ce qui concerne la prévention et la protection de l'enfance, c'est une compétence du département, donc de chaque conseil départemental de France. De l'État, évidemment. Alors l'État, pour ne citer que ça, vous avez par exemple les CHRS, c'est les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Alors les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ce sont, si encore une fois vous remplissez les conditions, ce sont des dispositifs qui vous permettent de bénéficier d'un hébergement selon votre problématique. Donc le cas le plus typique, c'est si par exemple vous êtes à la rue, sans abri, vous pouvez bénéficier de ça si vous remplissez certains critères. Mais si vous êtes à la rue et que vous avez, je sais pas, une jambe cassée, si vous cassez une jambe et que vous vivez à la rue, alors vous allez d'abord passer, je vous le souhaite, par l'hôpital qui va vous soigner et qui probablement, enfin très certainement même, va prendre en charge les frais de soins, parce qu'en France, il est obligatoire d'être immatriculé à un des régimes de la sécurité sociale. On voit encore une fois vraiment la prépondérance de l'État dans la vie sociale des citoyens. Et après, une fois que la personne qui s'est cassé la jambe est remise, il y a sans doute une période de convalescence, comme on dit. Le fait qu'elle puisse retourner à la rue tout de suite après fait qu'elle va pouvoir bénéficier d'un hébergement qui sera donc typique, si je puis dire, pour les personnes qui ont des pathologies, donc qui se sont cassées une jambe ou qui souffrent d'une autre pathologie. Donc tout ça, c'est la compétence de l'État, qui sont souvent après mises en œuvre au quotidien par des associations sur place. Et vous avez également la commune, avec les centres communaux d'action sociale, qui ne sont pas des compétences obligatoires, mais généralement les communes, à partir de 5000 habitants à peu près, se dotent d'un centre communal d'action sociale qui peuvent organiser par exemple une épicerie solidaire, des distributions de colis ou coordonner par exemple l'action du SAMU social, parce qu'à partir de 5000 habitants, bon, on ne peut pas dire que c'est une grosse bourgade, mais voilà, il y a aussi des réalités sociales qui sont propres à certaines villes parce qu'elles sont densément peuplées. Voilà, généralement dans les villages, vous avez beaucoup moins de personnes qui vivent à la rue, par exemple. Donc c'est pour ça. Donc voilà, vous avez des compétences communes, État et département. Vous noterez d'ailleurs ce sujet que les régions n'ont absolument aucun rôle là-dedans. Donc j'en viens maintenant, puisque je parlais donc de la protection sociale juste avant, à ce qu'on entend par l'exception française. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands modèles dans ce que l'on nomme les États-providence. Il y a deux grands modèles de protection sociale. Il y a d'abord le modèle bismarckien et le modèle beveridgien. Alors bismarckien, c'est effectivement le chancelier de fer, comme on l'appelait en France. C'est Bismarck qui a mis en place de 1883 à 1889 un système de protection sociale contre les risques de maladie, d'accidents du travail, vieillesse et d'invalidité. Donc vous voyez, la France n'était pas pionnière à ce sujet. Elle s'est inspirée de ce modèle bismarckien qui avait déjà quelques années d'avance. Donc les principes de ce modèle bismarckien, on peut dire à l'allemande pour faire plus simple, c'est que c'est une protection donc sur ces risques sociaux que je viens d'évoquer, qui sont fondés uniquement sur le travail et sur la capacité des individus à s'ouvrir des droits grâce à leur activité professionnelle. Donc en fond, ce sont les cotisations sociales et patronales. Donc c'est-à-dire que le fait de travailler fait que vous êtes prélevé d'une partie de votre salaire pour pouvoir financer cette protection sociale. La protection est obligatoire, c'est le cas donc de la sécurité sociale. Et la protection repose sur une participation financière des ouvriers et des employeurs qui prend la forme de cotisations sociales. Bon voilà, j'ai anticipé un petit peu sur mes notes. Et les cotisations ne sont pas proportionnelles au risque, comme dans la logique assurantielle pure. Généralement, si vous êtes diabétique et que vous êtes cul-de-jatte et que si vous décidez de recourir à une assurance privée, ça risque de vous coûter très cher que si vous avez un cœur de jeune homme et que vous n'avez aucun antécédent de santé dans votre famille. Mais donc voilà, les cotisations ne sont pas proportionnelles au risque, comme chacun sait, pour tous ceux qui ont travaillé dans le privé en tant que salarié au moins une fois. Mais évidemment, elles sont proportionnelles au salaire. Dans ce cas-là, on parle de socialisation du risque. Voilà, c'était la petite nuance que je voulais apporter. Et pour finir, cette protection, donc ce modèle bismarckien, ce modèle allemand, est géré par les salariés et les employeurs. Bon, je pense que vous l'avez compris. Donc on remarque qu'il y a une redistribution horizontale, qui correspond très bien d'ailleurs au passé corporatiste de la France aussi. Vous remarquerez que selon votre branche, si vous êtes salarié, vous cotisez pas aux mêmes caisses.
De même qu'on voit aujourd'hui, il y a les médecins, il y a les notaires, il y a le BTP, il y a les dentistes, voilà. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve. Donc ce modèle-là existe dans la protection sociale française. Donc ça, c'est le modèle bismarckien. Ensuite, vous avez le modèle beveridgien, qui provient du nom de l'économiste William Beveridge, qui est à partir de 1942, donc quelques années avant, a participé à la refonte du système d'assurance maladie britannique. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, ce n'est pas le sujet. Alors que ces principes, eux, sont un peu différents, parce qu'il y a une universalité de la protection sociale par la couverture de toute la population, à l'inverse justement du modèle bismarckien. Il y a donc une universalité de la protection sociale par la couverture de toute la population, c'est-à-dire ce sont des droits individuels et de tous les risques. Il y a aussi également une uniformité des prestations fondée sur les besoins des individus. Je parle bien de la Grande-Bretagne, hein. Fondée sur les besoins des individus et non sur leur perte de revenus en cas de survenue d'un risque. Dans ce cas-là, alors donc en AES, en administration économique et sociale, on parle d'état social actif, c'est-à-dire qu'il est plus préventif que curatif. Je pense que vous avez commencé à comprendre pourquoi on parle d'exception française, hein. Donc vous avez également aussi une unité de gestion étatique de l'ensemble de la protection sociale et non des caisses qui gèrent donc, pour chaque branche. Et ce financement, contrairement au modèle bismarckien qui est financé par la cotisation sociale, il est financé par l'impôt. Donc ça veut dire que si vous ne travaillez pas mais que vous avez des revenus fonciers, vous financez donc la protection sociale. Donc là, contrairement au modèle bismarckien, le modèle beveridgien, c'est une redistribution verticale. Et donc si l'on parle justement d'exception française, vous l'aurez compris, c'est que la France cumule les deux. Pour ne prendre que la branche maladie de la sécurité sociale, le régime le plus classique, c'est le régime général, donc qui est financé par les cotisations sociales. Mais vous avez la CMU. Aujourd'hui, la CMU, qui est garantie pour les personnes qui ne travaillent pas et qui, elle, n'est pas financée évidemment par les cotisations sociales, mais qui est financée par l'impôt. De même que le RSA, le revenu de solidarité active, est financé aussi par une taxe, donc c'est-à-dire indirectement par l'impôt. Donc il y a un entrecroisement dans le système de protection sociale à la française. Pas trop rentrer dans les détails, hein, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu barbant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système de protection sociale à la française, il y a à la fois ce modèle bismarckien et de redistribution horizontale, garantie pour tous les travailleurs, et également cette redistribution verticale, donc qui est le modèle beveridgien, qui garantit une uniformité, donc un principe d'égalité devant ces risques sociaux. Donc ça, c'est aujourd'hui, voilà, c'est tel que je viens de le présenter à l'instant. Nous avons encore, c'est rogné par-ci par-là, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Nous avons un système de protection sociale tel qu'il est aujourd'hui, date de cette période-là. Alors maintenant, donc, je vais rentrer dans la deuxième partie. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis le CNR ? Il ne s'est pas rien passé, mais il n'y a pas eu vraiment de grands tournants majeurs. Enfin, je m'avance un peu quand je dis ça, c'est pas vrai. Je vais rentrer justement un petit peu plus dans le détail. Mais ce qu'il faut, donc pour replanter le décor un petit peu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez les conférences de Yalta, Potsdam et Téhéran qui coupent le gâteau européen en deux. Hein, L'Est, c'est pour l'URSS. L'Ouest, c'est pour les Américains. Je veux dire, le plan Marshall, c'est clairement ça. D'ailleurs, le plan Marshall, c'est pas un cadeau. Les Américains concédaient le plan Marshall pourvu qu'il y ait évidemment tout un tas de réformes, à commencer par le retrait des ministres communistes du gouvernement français. Parce qu'évidemment, Moscou condamnait le plan Marshall. Il savait très bien que c'était Hollywood qui arrivait aux portes de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a le retrait des ministres communistes, il y avait la levée des quotas de films étrangers. Vous avez vraiment tout un tas de concessions finalement qui fait que les États de l'Ouest, donc, dont la France, ont pu bénéficier de ce plan Marshall. Ça a contribué à une hausse des prix, une baisse des salaires, il y a eu des grèves, des affrontements. Les syndicats, notamment la CGT, puis il y a eu entre-temps la CFTC, ne se sont pas laissés faire. Et il y aura la création en 1947 de Force ouvrière, grâce à M. Irving Brown, je me suis renseigné un peu sur la vie de ce monsieur pour faire cette intervention. Il a vraiment une vie passionnante, je vous invite à vous renseigner sur Irving Brown, donc,
qui était... ce monsieur, c'était un syndicaliste, enfin il est né donc dans les années 10, il a été boxeur, il s'est battu contre des syndicats américains à l'époque contrôlés par la mafia, il a été appelé en 1944, et donc il était membre puissant du syndicat American Federation of Labor, donc l'AFL, et il a été aussi, après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, agent de la CIA. Il y a quelques bouquins qui en parlent. Et en fait, donc, finalement, ce monsieur, il a permis l'instauration de forces ouvrières qui a conduit à un pluralisme syndical pour affaiblir la CGT et le Parti communiste, qui s'était lié à Moscou. Il ne faut pas oublier que ce monsieur, tout comme la CIA d'ailleurs créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec de l'autre côté le KGB, c'était fait pour contrer l'entrisme communiste dans les pays d'Europe de l'Ouest qui font partie donc, de la part du gâteau américain. Donc la création des FO a conduit donc, à ce pluralisme syndical qui a affaibli la CGT, le PC, qui étaient tous les deux alliés pour protester contre le plan Marshall. Donc entre-temps, en 1950, malgré tout, il y a eu l'instauration du SMIC, qui deviendra après le SMIC. En 1958, donc à l'aube de la Ve République, il y a la création du système d'assurance chômage, à peu près tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec l'UNEDIC et les ACEDIC, qui ensuite donnera, je crois que c'est c'est Chirac, au milieu des années 70, qui a créé la NPE, et ensuite ce sera fusionné, pour faire des économies bien sûr, en 2009, je crois, ou 2009, ce qui sera aujourd'hui le Pôle emploi. Mais bon, ça date donc de 1958 avec l'instauration de la Ve République. En 1963, je vais un petit peu vite, vous avez eu énormément de revendications qui ont été comprimées depuis la guerre d'Algérie, qui vont revenir. Alors, il y a eu quand même, par exemple, la 3e semaine de congés payés qui aura été votée en 1959. Et après 70 jours de grève, donc en 1963, il sera décrété, validé la 4e semaine de congés payés et la hausse des salaires. Donc ça, c'était en 1969. Et là, sachant donc, pour finir donc, sur l'historique des congés payés, la 5e semaine de congés payés sera effective à partir de 1982. On remarque qu'il y a eu une avance, il y a quand même de grandes avancées. Ce ne sont pas des nouvelles créations, ce ne sont pas des créations de nouvelles formes de protection sociale, mais ce sont des innovations. Donc brièvement, pour parler de ce qui s'est passé depuis le CNR jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'il y a de bénéfique, parce que je sais qu'en France, on parle tout le temps des trains qui sont en retard, mais il faut quand même le noter quand ils arrivent à l'heure. Donc en 1975, il y a eu une loi en faveur des personnes handicapées qui va permettre en 1986 la création de la Cotorep. Et en 2005, donc une nouvelle loi va renforcer celle de 1975 qui va donner une définition du handicap. Je rappelais tout à l'heure, en 1906, il n'y avait pas de droit pour les ouvriers, il n'y avait rien qui était codifié. Pour les personnes handicapées, jusqu'en 2005, il n'y avait pas de définition clairement dans la loi qui expliquait ce qu'est le handicap. Donc à partir de 2005, donc il y a 11 ans à peine, ça sera le cas, et ça va amener à la création de la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et également la création de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Pour faire bref, donc ce sont des organismes qui statuent sur l'état d'handicap des personnes et qui ensuite statuent sur, justement sur les protections sociales ou les aides sociales, maintenant que vous situez tout ça, auxquelles elles peuvent avoir droit. Également, il faut le noter aussi en 1998, c'est l'instauration des 35 heures par semaine. Ce n'est pas que la France qui gagne la Coupe du Monde. Vous avez également aussi en 1999 la création de la CMU, donc la couverture maladie universelle. J'en ai parlé brièvement. C'est lorsque vous n'êtes pas couvert par un régime de la sécurité sociale. Elle est gratuite si vos revenus sont inférieurs à un plafond. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, donc depuis le début de l'année, maintenant tout ça a été un petit peu remanié. Ça s'appelle la PUMA, c'est la protection universelle maladie. Bon, avec justement toutes les réformes donc, de Marisol Touraine, notamment sur le tiers payant généralisé, ça fait partie de toutes ces réformes nécessaires pour faire des économies, évidemment, la Sécu, tout ça. En 2000, vous avez la création de l'AME, l'aide médicale d'État. Pour bénéficier de l'AME, donc ce sont pour les personnes en situation irrégulière, administrativement, sur le sol français, il faut pouvoir justifier de 3 mois de résidence. Et vous pouvez prétendre à l'AME. Donc évidemment, ce n'est pas la panacée. Vous avez droit à certains droits en matière de couverture sociale, mais évidemment, ce n'est pas comme le régime général de la sécurité sociale et les organismes complémentaires, comme vous pouvez vous en douter. Toutefois, ça existe. Et puis j'ai oublié de préciser, j'en ai parlé, mais je précise pour que vous voyez un petit peu de quand ça date. En 1988, vous avez la création du RMI,
face justement aux nouvelles formes, j'en parlais tout à l'heure dehors, qu'il y a de nouvelles formes de pauvreté en fonction justement de l'histoire, en fonction on parle dans ce cas-là des mutations de la question sociale. Et donc ça va permettre l'instauration du RMI, donc du revenu minimum d'insertion, qui deviendra le RSA en 2009, donc le revenu de solidarité active. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est peut-être pas très intéressant, si vous voulez on le fera tout à l'heure. Donc voilà, donc le RSA date de 2009. Donc voilà pour ce que j'ai noté brièvement de ce qui a été positif en termes d'avancée sociale dans le système de protection sociale à la française, dans l'État social français en tant qu'État prépondérant dans la prise en charge des risques sociaux des citoyens. Mais dès les 30 Glorieuses, on peut voir justement les premières fissures du système de protection sociale. J'évoquais à l'instant les mutations de la pauvreté, des nouvelles formes de pauvreté. Donc il y a plusieurs origines en fait à la remise en cause, aux faiblesses donc, du système social français. Donc il y a une origine d'abord endogène, c'est qu'on observe qu'il y a une demande et des dépenses de retraite qui sont en hausse, liées à la hausse de l'espérance de vie. Je le rappelais tout à l'heure qu'en 1946, l'espérance de vie était de 68 ans. Évidemment aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il y a plus de demandes et plus de dépenses en la matière. Et il y a aussi donc également des nouvelles formes de pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une exclusion sociale. Enfin, le terme exclusion sociale est devenu vraiment à la mode depuis les années 80. Il y a même certains qui parlent de désaffiliation sociale parce que quelque part, la personne qui mendie devant un supermarché de renom participe à la vie économique. Enfin bon, ça après c'est certains chercheurs en sciences sociales qui se mettent pas d'accord sur les termes. Finalement, c'est pas très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc une mutation. Il y a aussi également, ça semble idiot de le dire, mais la drogue, par exemple. Voilà, les personnes en situation de dépendance face à certains produits. Il y a plusieurs années auparavant, 50 ans avant, ça n'existait quasiment pas. Et donc voilà, donc il y a toutes ces mutations qui fait que il y a aussi également les fameuses crises économiques. Je dis fameuses parce que je ne sais pas si on peut l'appeler crise, vu que ça fait presque 50 ans que ça dure. Mais en tout cas, voilà, on observe donc qu'il y a le chômage structurel qui est arrivé depuis les chocs pétroliers de 73 et de 79. Donc tout ça, ça a fait que lorsqu'il n'y avait pas de crise économique ou une crise économique, aujourd'hui, je le disais encore, vous pouvez être salarié et ne pas avoir de toit, ne pas être en mesure de payer un loyer. Enfin, les bailleurs ne veulent pas forcément de vous. Ça encore, il y a à peine 20 ans, ça n'existait pas. Donc on observe des mutations, des nouvelles formes de pauvreté. Donc au final, aujourd'hui, vraiment le gros de la question, donc, ce sont les personnes vieillissantes et les personnes au chômage qui justement contribuent à cette origine endogène de remise en cause du système de protection sociale tel qu'il est aujourd'hui, en tout cas. Et aussi, à cela s'ajoute une particularité sociétale, je dirais, c'est-à-dire qu'il y a, selon moi, une mutation de l'esprit de solidarité des citoyens. Encore une fois, en 1946, je parlais tout à l'heure d'institutionnalisation de la solidarité nationale, c'est bien que il y avait quelque chose de fort, quelque chose qui reliait, je parle au passé, ça existe encore, quelque chose qui relie tous les citoyens face à ce système de protection sociale. Il y a une espèce de, je ne sais pas comment l'appeler, d'hygiène citoyenne vis-à-vis de ces dispositifs. Je m'explique. On est passé d'une logique de besoin et de nécessité. Je rappelle que l'assurance chômage, c'est une assurance contre le chômage, ce n'est pas une capitalisation. Je suppose que au moins quelqu'un l'a déjà entendu. Quelqu'un qui dit je vais me mettre un petit peu au chômage. Voilà, après tout, là j'ai beaucoup bossé. Là, je reprends un contrat dans 6 mois. Je vais me mettre 6 mois vert. Ça ne sert pas à ça, l'assurance chômage. L'assurance chômage, comme son nom l'indique, ça sert à vous assurer un revenu si jamais vous perdez involontairement votre emploi. De même que les remboursements de la sécurité sociale aussi, dans sa branche maladie principalement. J'entends très souvent, c'est en ça aussi, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais que les classes moyennes sont les plus grands dépensiers de la protection sociale, déjà parce que ce sont les plus nombreux, et aussi parce que ce sont eux qui sont plus au courant des droits auxquels ils peuvent prétendre. Très souvent aussi, je l'ai entendu plusieurs fois, oui, mais je vais aller chercher ces médicaments, j'y ai droit. C'est pas j'en ai besoin, c'est j'y ai droit. Donc voilà, à travers ces petits exemples-là, ce que j'ai observé, je peux peut-être me tromper, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler après pendant le débat,
c'est que donc voilà, il y a une mutation de l'esprit de solidarité des citoyens. Donc de cette logique de besoin et de nécessité, on glisse à une logique de droit et d'appropriation en fait. Il y a selon moi aujourd'hui, j'observe une dissonance entre l'esprit dans lequel a été créée la sécurité sociale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et la tendance néolibérale, je dirais, des esprits qui justement dans cette notion d'appropriation, je dirais même de consommation de la protection sociale. Et donc voilà, il y a une appropriation que je qualifie d'individualiste de ces droits sociaux qui délite l'esprit même de la solidarité nationale. C'est pour le dire en une expression, c'est que je dirais qu'il y a une perte du patriotisme social quelque part. C'est-à-dire que j'estime que donc cette hygiène citoyenne fait que si on a les moyens financiers de pouvoir se payer ses soins de santé, justement, laissons à ceux qui n'ont pas ces moyens-là de pouvoir en bénéficier. Alors évidemment, je sais bien que les choses sont plus compliquées que ça. Je suppose peut-être qu'on en parlera dans le débat, mais là n'est pas la question. Quand je parle de patriotisme social, je parlais de ça. Donc voilà, ça c'est pour l'origine endogène des fissures du système de protection sociale à la française. Et puis il y a aussi donc, une origine exogène, c'est la construction européenne depuis 1957, donc finalement pas très longtemps après le plan Marshall, donc depuis le traité de Rome, qui a surtout été accéléré depuis 1992 avec le traité de Maastricht et le traité de 2007, qui est le traité de Lisbonne, que je rappelle les Français avaient rejeté à 55% en 2005. Sans vouloir polémiquer à ce sujet, je passe à la suite. Ce qu'on observe en fait par cette construction européenne, et notamment, on peut dire aussi en 86 l'acte unique européen, mais 92 et 2007, c'est qu'il y a une entrée en vigueur de la libre circulation des services. Et au final, le monopole de l'État sur la protection sociale, juridiquement parlant, n'est plus. Vous avez, je l'ai dit tout à l'heure et je le rappelle, une obligation d'affiliation à la sécurité sociale, mais aujourd'hui c'est remis en cause. Et c'est en plein débat actuellement, à l'heure où je parle. Donc cet abandon de l'aspect de la souveraineté en matière de protection sociale met en danger une composante essentielle de l'État en tant qu'État social, justement, qui agit sur l'économie de marché par la création de droits sociaux. C'est depuis la crise suite au choc pétrolier de 73 et de 79 et la hausse du chômage structurel, il y avait un besoin de conserver justement cette protection sociale. Or, aujourd'hui, c'est remis en cause. C'est remis en cause notamment, pour être précis, par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il ne s'appelle pas le traité de Lisbonne parce que ce sont des consolidations qui, à chaque fois, ce sont des traités qui viennent s'agglutiner aux autres. Donc l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'UE, je ne vais pas le lire, en tout cas il est ici, fait qu'il y a une remise en question du système de protection sociale actuel. C'est-à-dire que cet article précise que les États membres de l'Union européenne ne doivent pas maintenir un monopole d'État, qui soit commercial ou fiscal, justement au nom de la sainte concurrence. Donc on l'a déjà vu avec la privatisation d'EDF et de GDF, qui s'appelle d'ailleurs... Alors ERDF, non justement, ERDF est encore public, parce que justement ce qui coûte le plus cher, c'est-à-dire l'entretien, ça reste encore public. Et c'est comme la SNCF, il y a une privatisation de la SNCF qui a été séparée en trois morceaux, dont un morceau qui concerne uniquement l'entretien. Par exemple, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous prennent le TGV, mais par moment, on se demande pourquoi, puisqu'on est dans un TGV, pourquoi est-ce qu'il roule à 40 km/h ? C'est parce que les rails se dégradent en fait, que s'ils roulaient plus vite, on risque de dérailler en fait. Il y a plusieurs raisons, il y a le secondaire, le primaire et le secondaire. Exactement, mais on va sans doute en parler après, je pense. Donc voilà, on voit qu'il y a une remise en cause donc de tout, donc des nationalisations que j'évoquais tout à l'heure, et donc également de la protection sociale, quoique j'ai quand même un peu espoir, parce qu'à mon avis, celui ou celle qui va s'attaquer à la réforme structurelle de la protection sociale, à mon avis... C'est un peu comme la bouffe en France. C'est quelque part l'école de la République a bien fait son travail. C'est que même si évidemment, et j'en connais des personnes qui sont hostiles à l'affiliation obligatoire de la sécurité sociale, d'une manière générale, c'est en ça que le programme du CNR, je le disais tout à l'heure, emmagasinait finalement l'approbation de la plupart des composantes de la société française. C'est que la plupart des Français tiennent à ça. Il y a également aussi, et là j'en viens donc à l'actualité brûlante, par l'intermédiaire de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui explique, cet article, il précise que en fait, c'est la Commission européenne qui émet des recommandations au Conseil européen, le Conseil européen qui réunit tous les chefs de gouvernement
des États membres. Et c'est la Commission européenne qui a l'initiative des grandes orientations de politique économique. Alors, tiens, voilà, c'est ça que j'ai oublié d'apporter. C'est le dernier, vous pouvez le trouver sur le site de la Commission européenne, c'est le dernier rapport qui date de mai 2015, je crois, de la Commission européenne, donc pour les États membres. Et vous avez dans le dernier paragraphe, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut remettre en cause le droit du travail, donc le code du travail, baisser le coût du travail, etc., etc. Donc finalement, cette loi travail, cette loi El Khomri, découle ni plus ni moins de ces traités européens, enfin de ces recommandations qui découlent eux-mêmes des traités européens. Donc en fait, la loi travail ne s'appelle pas la loi travail, la loi El Khomri, évidemment, elle s'appelle, je cite, le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Il y a eu des mesures similaires, d'ailleurs, rigolez pas, ça va nous arriver, parce qu'il y a eu des mesures similaires en Italie, en Allemagne et en Espagne déjà, sur des licenciements économiques assouplis, des indemnités de licenciement réduites. Et au final, finalement, cette loi travail, elle fait suite au pacte budgétaire européen, elle fait suite à la réforme des retraites, elle fait suite au programme de stabilité, etc. Voilà, toutes ces mesures complètement impopulaires de ce quinquennat. Le projet de loi, il porte sur quoi? Grosso modo, là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on aura peut-être l'occasion de le faire après. Ça porte sur l'augmentation des heures de travail hebdomadaires. En fait, c'est un montage un peu particulier, c'est pas purement et simplement, c'est la technique du salami, vous ne pouvez pas l'avaler d'un coup, c'est tranche par tranche. Donc ce projet de loi, il porte sur l'augmentation des heures du travail. En fait, les heures, elles étaient décomptées sur 1 an, maintenant elles sont décomptées sur 3 ans. Donc vous pourrez plus travailler finalement, et sans que ça inquiète, sans forcément remanier complètement le système des heures, du système des 35 heures. Ceci dit, il y a aussi la semaine de vous pourrez travailler 60 heures dans la limite d'une moyenne maximum de 44 heures sur 12 semaines. Enfin bon, tout ça c'est des montages. Il y a des articles, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Sur viepublique.fr par exemple, ils expliquent très bien ça. Il y a aussi des élargissements des conditions dans lesquelles un employeur peut procéder à des licenciements. Ça, c'est ce qui fait vraiment le plus de battage médiatique. Il y a une modulation du temps de travail et des salaires, jusqu'alors réservé aux entreprises en difficulté. Aujourd'hui, vous pourrez le faire à titre préventif, comme la guerre. Et alors, au final, les syndicats dans tout ça, parce que les syndicats, vous l'avez remarqué dans les brèves historiques que je vous ai racontées tout à l'heure, les syndicats jouent un rôle prépondérant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les syndicats ? Les syndicats majoritaires français appartiennent à la CES, c'est la Confédération européenne des syndicats. Donc quand je dis les syndicats majoritaires, c'est la CGT, la CFDT, la CFTC, FO et l'UNSA. Ils font partie de la CES et la CES, elle représente les travailleurs auprès des institutions de l'Union européenne. Alors si vous voulez rigoler ou pleurer, c'est selon. Je vous invite à aller sur le site de la CES, de la Confédération européenne des syndicats. Je ne pense pas qu'on vit dans le même monde. Alors c'est tous les pensifs, oui, pour l'Europe sociale, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on en parle, de l'Europe sociale. Ils sont évidemment contre l'austérité, contre tout ça. Donc je suis un peu sarcastique là, parce qu'ils représentent les travailleurs auprès des institutions de l'Union européenne avec tous les articles que ça comprend. Donc bon, c'est là aussi, encore une fois, c'est, je pense, une dissonance assez caractéristique quand même. Donc au final, et j'en aurai bientôt fini, le risque pour l'état social actuel, je parle de risque parce que je ne sais pas si je prends le risque de dire que je ne pense pas que les citoyens en France sont pour ce genre de réforme, en tout cas je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je parle de risque pour l'état social actuel, c'est qu'au final il devient libéral. C'est-à-dire qu'il n'intervient qu'en dernier recours et il cherche à contraindre les individus vers un retour rapide sur le marché du travail. Un petit peu ce que disait Ronald Reagan déjà, en disant que dans l'état social, en fait, le problème dans l'état social, le véritable problème, c'est l'État. Bon. Donc au final, le rôle principal dans cette pensée libérale d'un point de vue de la protection sociale, c'est que le rôle principal revient au mécanisme de marché. Donc ça va à l'encontre de l'état social tel que je vous en parlais en préambule, c'est que justement l'État n'agit plus. On peut aussi parler donc de la fin de l'État-providence, vous l'aurez compris. Alors sinon, vis-à-vis des réformes possibles, parce que même si je vous ai raconté tout ça, ça ne veut pas dire que je suis partisan de l'immobilisme. J'ai bien conscience, et j'ai donné quelques exemples par-ci par-là, qu'il y a des mutations des formes de pauvreté et la question sociale en général. Les plus criants sont donc le chômage structurel et l'appauvrissement, en fait, notamment à cause de l'euro.
mais aussi donc les politiques économiques et aussi le vieillissement de la population, tout ça, ça fait que justement il faut penser à pouvoir réformer. Mais alors, de quelle réforme on parle dans ce cas-là? Vous l'aurez compris que c'est surtout la forme libérale qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. Je me base parce que dans le débat français, j'entends beaucoup, encore une fois, je suis sûr que tout le monde a un avis sur la question, et c'est bien normal. C'est que dans le débat français, en général, il y a 3 types de réponses. Alors, je me base sur ce que j'ai entendu dans les cafés, à la fac, etc. Mais surtout sur le livre de Bertrand Fragonard, qui, vraiment, je vous conseille son livre, Bertrand Fragonard, qui s'appelle Vive la protection sociale, qui est un des plus grands spécialistes de la question et qui n'est pas partisan, vraiment, qui analyse les choses et qui, voilà, c'est un livre pas très gros. Donc voilà, c'est Bertrand Fragonard, Vive la protection sociale. Donc lui, il estime, et je les reprends à mon compte, parce que je l'observe aussi, qu'il y a 3 types de réponses. Généralement, il y a la réponse gauche résistante, c'est-à-dire qui s'oppose à la logique de l'adversaire, donc partisan des politiques libérales. Mais voilà, c'est un petit peu nostalgique en ce sens qu'on nommait la croissance faible qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la croissance qu'il y a eu des 30 Glorieuses, la mutation des formes de pauvreté, la hausse de l'espérance de vie que je viens d'évoquer auparavant, etc. Il y a aussi la réponse social-démocrate qui, elle, dissocie la légitimité du système de protection sociale et la performance de la protection sociale, donc on veut améliorer pour limiter la hausse des prélèvements obligatoires, par exemple, pour redéployer des moyens vers des risques moins bien couverts, ou des publics plus fragiles, etc. Donc il y a quand même une nuance. Et enfin, vous avez donc la réponse libérale, c'est qu'on part du principe que le système de protection sociale est beaucoup trop lourd, que ça encourage l'inactivité, que ça pèse sur le coût du travail, et que ça tire vers le bas la compétitivité. Et que donc cette réponse libérale veut renvoyer à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que cette réponse prône la retraite par capitalisation, la suppression de prestations, le fait de se diriger vers des organismes complémentaires, etc. Donc face à ces 3 types de réponses, comme je l'ai dit à l'instant, en tant qu'assistant social, je vois bien que en 2016, et tout le monde le voit, d'ailleurs il n'y a pas besoin d'être travailleur social pour le voir, qu'il faut des réformes dans le système de protection sociale. Moi j'ai mon avis sur la question qui est discutable, et plutôt que de vous proposer mon avis sur la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure que je voulais faire la part belle au débat, justement je vous propose qu'on en discute maintenant. Après, juste pour finir, je pense à, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'Ambroise Croizat, le ministre du Travail communiste en 1946. Donc il était ministre en 1946. Son père lui avait dit, donc au début du XXe siècle, il avait dit ne plie pas petit, le monde s'ouvre. Donc j'ai envie de dire aussi également en 2016, le siècle s'ouvre, pardon. Donc en 2016 également, nous avons un nouveau siècle qui s'ouvre. Et je pense que, comme la France a pu le montrer, elle peut être vraiment créatrice de nouvelles formes de protection sociale en ce qui concerne, mais aussi d'autres choses. Je pense par exemple à la Commune, le premier État socialiste du monde, c'est pas l'URSS, c'est en France, ça s'est passé. Voilà ce système, cette exception française qui est caractéristique donc de la France de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et je pense que la France a les moyens, les capacités, que ce soit dans son histoire comme dans ses capacités matérielles et politiques, je dirais, de pouvoir faire émerger quelque chose qui puisse convenir à ce que j'appelais tout à l'heure l'identité sociale de la France. C'est-à-dire que quand je parle d'identité sociale de la France en étant consensuel sans être complaisant, c'est-à-dire que dans la société française, il ne s'agit pas que la société devienne ultra-libérale ni communiste, mais voilà quelque chose qui ressemble à ce qu'est la France, tout simplement. Donc je vous propose qu'on en parle maintenant. Merci. Bravo. Tu faisais mention du fait qu'il y avait beaucoup enfin, au début du siècle dernier, il y avait des mobilisations très fortes de la part des ouvriers, des grèves vraiment massives et qui duraient longtemps. Qu'est-ce qui fait que selon toi aujourd'hui c'est plus le cas? Est-ce que c'est parce que justement, est-ce que ça tient par exemple au fait qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont syndiqués, donc il y a une espèce enfin, le travailleur se retrouve un petit peu isolé sur toutes ces questions sociales? Alors, oui, ce que tu viens d'évoquer à l'instant sur le fait que le travailleur est isolé, oui, ça fait partie des choses, effectivement. Il y a
je parlais tout à l'heure de l'individualisation, sociologiquement parlant, de la société, qui atomise justement le travailleur. Et si on ajoute par-dessus ça la société de consommation qui crée de nouveaux besoins ou qui en réveille d'autres, selon les publicitaires, fait que justement il y a cette atomisation qui fait qu'en gros on ne peut pas être plus soudé. Il y a aussi le fait qu'on a, bon an mal an, des acquis sociaux déjà. Pour être pondérant, je connais, je pense que non, peut-être pas tout le monde en connaît, des personnes qui disent « Ah mais j'ai pas profité de mes congés maladie cette année, vite, je les prends ». Donc il y a aussi, il y a cette dissonance justement dans ce que j'appelle, pour aller plus vite, la consommation de la protection sociale, où justement on s'en sert, non pas parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a droit, qui fait que ça perd un petit peu de son sens. Il y a aussi toute cette instrumentalisation que l'on assène à tout le monde par l'intermédiaire notamment des grands médias, qu'il n'y a qu'une seule façon de penser, et que les Français, ils ne veulent pas réformer, ils ne veulent pas ci, ils ne veulent pas ça. Donc ça, au fur et à mesure, ça fait son petit bonhomme de chemin. Malgré tout. Mais après, comme je le disais à nouveau, tout à l'heure, je le dis à nouveau, je pense que celui qui va s'attaquer ou celle qui va s'attaquer à la remise en cause fondamentale du système de protection sociale, ça va mal se passer parce que des mesures comme... Il y a aussi ça qu'il faut noter, qui fait qu'il y a moins de mobilisation aujourd'hui, c'est que déjà, clairement, les frigos sont plus pleins, et que finalement, la classe moyenne... Enfin, l'émergence et ensuite le fleurissement je peux dire de la classe moyenne fait tampon aussi. À partir de quel moment est-ce que on considère que c'est légitime de descendre dans la rue pour revendiquer de meilleures conditions de travail, de meilleurs machins? Où se situe la limite? Est-ce qu'un smicard peut le faire? S'il vit tout seul, peut-être. S'il n'a pas de charge, peut-être. S'il a 3-4 enfants, à mon avis, là, il sera peut-être... Donc voilà, il y a déjà donc, cette atomisation qui fait qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit, qui fait que tous les jours, on n'a juste plus le temps, quelque part. Il y a aussi donc le fait que, malgré tout, il y a eu des avancées sociales qui fait que, quoi qu'on en dise, ça tombe sous le sens, mais je le souligne, c'est plus confortable aujourd'hui qu'en 36. Et il y a aussi le fait, justement, que il y a cette consommation de la protection sociale et peut-être, la dépolitisation d'une manière générale de la société française. Je pense que c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que, quand je disais tout à l'heure, que ce qui a fait que le début de tout ça, c'est que les ouvriers ont pris conscience de qui ils sont, donc on peut parler de conscience de classe, si on veut, mais voilà, ils ont pris conscience de leur rôle et de leur force qu'ils peuvent exercer pour faire valoir leurs droits. Et là, aujourd'hui, apparemment, on a certains qui sont hypnotisés, quoi. Donc je pense que c'est un faisceau de plusieurs, c'est un croisement de plusieurs choses. Et voilà, et encore une fois, à l'époque, si on était mineur, ouvrier, métallurgiste, sidérurgiste, déjà il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Et justement, il y a par exemple le fait de vendre des vêtements dans une grande surface. On ne peut pas comparer ça à aller descendre dans les mines. Mais pourtant, est-ce que, c'est en ça que c'est très difficile de pouvoir faire des comparaisons, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il vit aussi mal les choses en termes, dans le procès de production, entre ceux qui produisent, ceux qui participent à la production et ceux qui investissent, est-ce que le rapport n'est plus le même? Je pense qu'il est toujours le même, mais il revêt des acceptions différentes. Il y a aussi des politiques qui ont lâché du lest, il y a aussi... certains dispositifs, selon moi, pour acheter la paix sociale, qui fait que ce n'était pas le cas à l'époque et qui fait qu'évidemment ça partait bien plus vite. Il y avait encore aussi le contexte face aux anti-républicains de 1934. Il y a eu une réponse qui correspondait justement à la réaction donc des événements de février 1934. Donc je pense que ne peut plus trop comparer aujourd'hui. Je pense que c'est un faisceau de toutes ces choses-là qui fait qu'aujourd'hui, je pense, il y a moins de mobilisation. Je pense. Et l'instrumentalisation de ces mobilisations aussi. Il y avait... Oui. J'ai été un petit peu interpellée quand vous parlez de la capitalisation du rapport des assurances chômage, assurances maladie, tout ça. Je pense que c'est un fait qu'on constate tous, mais est-ce que ça dénote uniquement, comme vous le disiez, d'une mutation du rapport à la solidarité et à la participation sociale,
Et peut-être pas aussi, peut-être simplement d'une angoisse liée à la situation du travail de la part des actifs. C'est-à-dire quand effectivement vous n'avez plus de travail, vous avez des conditions de travail difficiles, de se dire comme je ne suis pas sûre d'avoir un travail plus tard, du coup effectivement je capitalise dans le doute, dans l'angoisse, ou alors par un effet de désillusion, c'est-à-dire comme je ne me sens plus vraiment protégée ni aidée, je tire profit peut-être par désillusion ou difficulté, au-delà que peut-être par esprit comme je disais, de consommation simplement. Oui, c'est vrai, c'est lié. Je pense qu'on peut y mettre les deux. Le fait que, voilà, encore une fois, une mutation de la pauvreté oblige, fait qu'il peut y avoir ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est une combinaison de facteurs, parce que là, on parle clairement de faits humains qui ne peuvent pas s'expliquer par une cause égale une conséquence. Il y a toujours ce contexte, etc. Et bien entendu, loin de moi l'idée de faire des généralités, mais à un moment donné, dans sciences sociales, on parle en termes de statistiques, quoi. Donc forcément, il y a des exceptions. Mais après, deuxièmement, oui, je suis assez d'accord. C'est que, mais encore une fois, qu'est-ce qui fait que, à vrai dire, on a déjà dit la réponse, l'atomisation du travailleur fait que justement, il est esseulé par essence et que donc il aura ce genre de réaction. Plutôt que justement de pouvoir plus se mobiliser, de se syndiquer, pourquoi pas. Bon, après, le rôle des syndicats, c'est autre chose, mais justement de participer à la vie collective et de défendre collectivement des droits, on est passé justement, effectivement, c'est une réalité, à une capitalisation qui est justement l'essence même de la notion libérale que j'évoquais à la fin, en disant que qui renvoie à la responsabilité civile et qui, quelque part, malgré tout, c'est en ça que je parle de dissonance, c'est que malgré cet état d'esprit, qui effectivement peut être compris par cette crise économique qui perdure, ce chômage structurel, cette peur du lendemain. Donc il y a cette atomisation du travailleur et il y a aussi justement ce phénomène-là, cette dissonance entre un modèle social donc, qui institue la solidarité nationale, mais pour autant ce système est toujours le même dans son essence, philosophiquement parlant, mais qui justement est érodé par la mutation donc, des esprits vis-à-vis de leur utilisation. Je ne sais pas si je suis clair, mais oui, effectivement, ça peut se compléter. Mais pour moi, c'est plus une conséquence et non une cause. Donc récemment, on a eu un changement d'échelle au niveau administratif entre le passage des régions que nous connaissions aux grandes régions. Alors, en tant que travailleur social, est-ce que tu pourrais nous expliquer des impacts de ce changement d'échelle et comment les gens le ressentent et quels sont les intérêts et les risques pour les travailleurs de tout un chacun. Je ne peux pas tout dévoiler parce que j'ai une obligation de réserve, mais ce qui implique dans l'agrandissement des régions, j'ai précisé tout à l'heure que la région n'a absolument aucune compétence en matière sociale. Mais est-ce qu'elle ne peut pas en avoir? Est-ce qu'il n'y a pas des changements d'attribution? Alors en fait, ce qui est plus à la mode, c'est que ce soit les métropoles qui en aient, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les salariés qui sont en concurrence, il y a aussi les villes. Donc les métropoles avec leur slogan, aussi sont en concurrence donc, et sont en train de voir un petit peu quel. Concurrence avec les départements. Par exemple, oui. Et donc pour voir quels sont, on parle dans ce cas-là de transfert de compétences. Voilà, c'est ça. J'ai pas encore eu d'écho vis-à-vis des transferts de compétences à la région. Le problème, c'est que le social, ça coûte cher, ça rapporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, le social, avec un grand S, en fait, c'est préventif. C'est l'état social qu'on a en France, c'est un état social préventif. Mais en fait, non, un petit peu les deux, en fait, je dis des bêtises. Ce qui fait son exception. Mais malgré tout, le fait d'être préventif permet de débourser maintenant pour ne pas avoir à débourser plus ensuite. C'est ça, cette logique, en fait. Donc, moi, je pensais aussi aux dotations de l'État. Est-ce que les dotations de l'État suivent ou pas? Non, justement. Par rapport au passé de région en région, nous connaissons maintenant, est-ce que ça suit ou c'est un peu disproportionné ou je ne sais pas. Pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer concernant les transferts de compétences pour les régions, du moins. Mais ce que je sais, c'est qu'évidemment, ça fait partie du même. Tu fais bien de le souligner d'ailleurs, ça fait partie du même rapport, le fameux rapport de la Commission européenne de mai 2015, justement, qui prévoit la baisse des dotations de l'État. Et il y a eu une baisse des dotations de l'État qui, effectivement, ont des répercussions sur les politiques sociales au niveau local. Est-ce qu'on ne pourrait pas croire que justement le passage à des grandes régions servirait à cacher cette baisse de dotation de l'État parce que c'est un peu noyé dans la masse et ça ne se voit pas. Une des raisons, bien sûr.
Ben, j'ai tendance plutôt à croire que ça va accentuer les disparités riches-pauvres. Bon, déjà, ça c'est structurel, mais les disparités rurales-urbains. Dans le département tel que l'Hérault, par exemple, justement, plus on va dans le rural, plus les gens sont pauvres, quoi, statistiquement parlant, en fait. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que, justement, du fait des transferts des compétences, il y ait justement une irrigation beaucoup moindre vis-à-vis donc des villes et des villages. C'est-à-dire que les gens, de par l'éloignement, ne sont plus au fait de leurs droits. Et oui, il y a déjà ça, et voilà, il y aura une concentration, et puis il y aura sans doute mode de gestion aussi qui sera érodé par la baisse des dotations, voilà, les salaires, les traitements des fonctionnaires qui sont gelés depuis 2010, etc. Bon, tout ça, ça joue aussi, quoi. Les départs à la retraite pas remplacés, ça joue aussi également, donc, mais encore une fois, c'est petit à petit, ça ne peut pas passer d'un coup. Mais vraiment, hein, puisque c'est notre sujet, je le redis encore une fois, le démantèlement de la sécurité sociale est un gros morceau. J'attends de voir. Justement, par rapport à ça, au fait que tu dis que c'est un gros morceau, et il y a peu de chances que ça passe, etc. Mais en même temps, tu soulignes qu'il y a une mutation de cet esprit de solidarité, les médias aidant, les politiques aidant, etc. Il y a une ambiance, en fait, qui fait passer, d'ailleurs, quelqu'un qui va être, qui fait passer le défenseur des acquis sociaux comme quelqu'un de réactionnaire, alors qu'en fait, avant, il était progressiste, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'au final, il y ait une conquête totale des esprits et que du coup, les Français, dans leur majorité, voudront des réformes ultra-libérales et finalement, on pourra légitimement plus dire que c'est contre la vie des peuples et enfin tu vois la bataille sera perdue parce que oui les Français seront d'accord alors qu'aujourd'hui je pense qu'en majorité ils ne le sont pas est-ce qu'il peut pas y avoir au bout d'un moment petit à petit J'ai pas de boule de cristal, hein, mais je pense que tout comme, enfin c'est une question de temps là, on parle vraiment de question de durée, mais après sociologiquement parlant, par exemple, 100% abstention, ça n'existe pas. Au bout il y a toujours un substrat. Il y a toujours. Une de mes profs d'éco disait que chaque système produit son contre-système. Et qu'à un moment donné, il y a toujours des forces qui s'opposent. Et que très souvent, dans l'histoire des hommes et dans l'histoire de France, souvent les véritables changements ont toujours été le fruit d'une minorité agissante. Donc, je veux dire, les résistants, ce n'étaient pas les plus nombreux. Hein. D'ailleurs, les collabos non plus, hein, la majorité des gens avaient juste peur. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil. Je pense qu'il y a une minorité de gens qui résistent à ça. Il y a une minorité de gens qui collaborent complètement justement à ce système que tu évoques, à ces réformes, à cette conquête des esprits. Voilà. Et je pense que la plupart des gens, donc je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que la plupart des gens ont peur. Et que donc, voilà, effectivement, ils se recroquevillent, etc. Et ils n'ont pas trop confiance au lendemain. Je pense que c'est plus ça en fait. Mais à un moment encore une fois, je pense que c'est une question de temps. Si ça arrive, c'est en ça que je suis quand même optimiste. Si ça arrive trop vite, ça va être la dégringolade. Ça va être comme des dominos. Et de même que si ça met trop de temps à arriver, au bout d'un moment, les forces vont suffisamment s'organiser pour créer un contre-pouvoir, pour créer un contre-système, entre guillemets. J'aime pas trop cette idée d'être contre le système parce que quand j'évoque tout ça, et qu'on parle des solutions, j'essaie d'être constructif. Je rebondis justement sur la première partie de ta réaction, quand tu disais que voilà, souvent, les personnes qui parlent de tout ça, justement des conquêtes sociales, sont vues comme des réacs, hein, entre guillemets. C'est bien que le problème n'est pas là. C'est que justement, il y a malgré tout des gens qui continuent de défendre ça, mais peut-être pas d'une bonne façon. Alors, je ne me pose pas en détenteur de la vérité, mais peut-être que ces personnes-là font partie donc de la gauche résistante, qui sont des nostalgiques et qui voudraient qu'on fasse comme en 1936 et qui voudraient que l'on maintienne exactement les mêmes droits, seulement on ne peut pas. Et quand je dis on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher du lest et faire du tout libéral. Je pense que, c'est ce que j'ai dit à la fin, essayer de trouver ensemble par rapport au contexte que nous vivons actuellement, des nouvelles solutions pour faire perdurer, si ce système nous tient à cœur, pour faire perdurer ce système en répondant aux défis d'aujourd'hui, qui ne sont pas les défis d'hier.
tout en, justement, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire du neuf avec du vieux, mais d'innover, sans pour autant, justement, la fameuse réforme, sans pour autant tout balayer pour ensuite faire place, justement, au tout libéral. Je pense que la France a suffisamment les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver une solution à ça. Quand je dis la France, c'est évidemment les personnes qui la composent. J'ai répondu. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, est-ce que justement vous ne pensez pas qu'il faudrait, entre guillemets, tailler dans le gras? Peut-être qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui superflues du point de vue de la protection sociale. Et il ne faudrait pas peut-être abandonner certaines prérogatives pour préserver l'essentiel. J'entends la sécurité sociale publique, les retraites par répartition, l'éducation gratuite, l'assurance chômage, certaines choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez des idées précises à ça? Moi, personnellement, oui, voilà. J'ai pas d'idée précise. J'ai pas d'idée précise. Je pense que en fait, on ne peut pas, selon moi, invoquer des véritables changements structurels. Quand je dis des changements structurels, c'est-à-dire changer de cap sans remettre en question la légitimité du système de protection sociale, on ne peut pas le faire dans le cadre de la construction européenne. Ça, de toute façon, on ne peut pas. Il y a encore cette dissonance, justement, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut. Voilà. Et si on change de paradigme, et si on sort justement de la construction européenne, et si on retrouve notre souveraineté, est-ce que dans ce cas de figure, il faudrait... Mais en fait, pour essayer de répondre précisément à la question, on est obligé de tenir en compte certains autres paramètres justement dans ce changement de paradigme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, par exemple, à financer les retraites? Alors, je l'ai déjà évoqué, dans l'origine endogène, c'est la hausse de l'espérance de vie, mais peut-être que si l'économie française se portait mieux, peut-être qu'on aurait moins de mal à le faire. Je ne sais pas, hein, je dis ça au hasard. Hein. Je ne sais pas, je ne travaille pas à la sécurité sociale, je n'ai pas les chiffres. Mais peut-être que voilà, si on relançait les bons de commande d'un côté, peut-être qu'on pourrait plus assumer justement ces défis-là. Je pense qu'il faut panacher tout ça avec la politique monétaire, la politique économique et donc la politique budgétaire. Et qui dit politique budgétaire, dans cette politique budgétaire, il y a une part dans la politique sociale. Donc après, donc j'ai pas trop répondu à la question parce que je peux difficilement le faire, mais je pense que on peut faire face à ces nouveaux risques sans pour autant être figé dans cette image idyllique idéalisée de 1945 où voilà, les choses ont changé. Mais donc ça veut dire que les choses doivent changer, mais encore faut-il que l'on puisse avoir toutes les manettes. On peut voilà, inventer toutes les réformes, invoquer toutes les réformes que l'on veut. Le RSA étant très parlant, beaucoup de personnes que je reçois ne veulent pas le RSA, ils veulent du travail. Et on les oriente vers des bilans de compétences, je sais pas, voilà, on les envoie dans des associations pour leur aider à créer leur entreprise, dont certaines sont financées par l'UE d'ailleurs. Voilà, c'est des palliatifs. Voilà. En fait, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on ne peut que faire des palliatifs et forcément, ça laisse la part belle aux libéraux, justement, voilà, qui disent ah bah, vous voyez, ça ne marche pas. Tout ça, c'est très 20e siècle. Maintenant, il faut être moderne, monsieur. Donc, je pense que voilà, on peut faire face à ça. Encore faut-il qu'on ait les manettes. Oui, tu disais tout à l'heure que la sécurité sociale était une société privée à mission de service public. Pour ma part, moi j'ai toujours pensé que c'était une société d'économie mixte, c'est-à-dire un mélange des capitaux privés et publics. C'est pas les fonctionnaires. C'est pas les fonctionnaires. C'est pas les fonctionnaires. Ma question était qui sont les actionnaires de la sécurité sociale? C'est l'État. Si on peut parler, oui, c'est l'État. Parce que c'est avant tout, vu que c'est une entreprise privée de service public et qui plus est, en ce qui concerne la sécurité sociale surtout, elle a un monopole d'État. C'est-à-dire que dans l'application concrète au niveau de la vie de ses salariés, etc., c'est privé. Donc ils ont des tickets restaurants, ils sont mieux payés que les fonctionnaires. Mais il y a pas, voilà, ils n'ont pas le statut de fonctionnaire. Mais après, sinon, c'est vide des dotations de l'État, bien sûr.
Et par aussi le biais, donc tu l'auras compris, des cotisations sociales. Donc il y a plusieurs... voilà, donc dans la branche maladie, il y a plusieurs caisses, etc. Bon, on peut parler de l'approche économique de la sécurité sociale si tu veux, mais... La CAF effectivement, c'est une des branches, enfin c'est une des branches de la branche famille de la sécurité sociale. Oui, la CAF est une entreprise privée de service public. Oui, oui. Ils ont des tickets resto. Je voudrais revenir un peu sur la partie historique, parce qu'à un moment donné, par exemple, en 36, vous avez populaire en 47, il y a un moment où il y a les forces du travail et les forces, enfin le coût du travail et aussi les forces de production. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est que par rapport au progrès technique, la productivité a fait des bonds faramineux. Est-ce qu'il y a une comparaison entre ces deux époques? Parce que souvent, on nous dit, oui, mais vous comprenez, il va falloir travailler plus parce que l'espérance de vie, ça augmente, etc. Alors, et les gains de productivité, ils sont où? C'est tellement énorme la disproportion entre les gains de productivité sur le coût du travail, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a des... Je pense que tu as la réponse à la question. Elle était déjà presque dans... J'ai ma petite idée, mais il n'y a pas des chercheurs qui ont démontré ça, je ne sais pas, c'est-à-dire, si nous orienter sur... c'est-à-dire, pour être plus clair, si j'ai bien compris... C'est-à-dire pour avoir des graphiques qui parlent et qui disent que finalement, avec les gains de productivité, le coût de l'espérance de vie, c'est du pipeau d'une certaine façon. Oui, en termes de chiffres, effectivement, si l'on compare, ben là j'ai les chiffres de 2010, mais ils sont constants jusqu'en 2012, 2013, j'ai pas ceux de 2014. Selon l'adresse, c'est la direction de la recherche, des études et de l'évaluation de la santé. Le système social mobilise grosso modo 34% du PIB en dépenses, donc ce qui fait environ 654 milliards, et 33% de recettes, donc c'est 1% du PIB. Et là, au grand maximum, on doit être à 2,5, etc. D'ailleurs, la France n'est pas le premier pays le plus dépensier en termes de protection sociale. Je crois que c'est le Danemark avec plus de 3%. Ils ont un taux de TVA beaucoup plus important. Et voilà, mais après, encore une fois, donc dans les modalités de financement, dans les sources des recettes, c'est pour ça. Donc là, c'est clairement, ça rejoint la question qui a été évoquée tout à l'heure. Dans la gestion budgétaire de la politique sociale, elle est éminemment liée à la santé économique, à la santé, bien entendu. Rien ne peut se faire de cette façon. Et c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, au tout début, dans l'État social, qui est celui qui agit sur l'économie de marché, avec travers le développement de droits sociaux, ça peut être plein d'autres droits, financés de plein de façons différentes. Je crois qu'il a même été évoqué que le RSA soit financé par l'ISF. Au niveau de, enfin, c'est assez rigolo comme idée. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais voilà, ça peut être. Enfin, autrement dit, les choses sont faisables. Bien sûr, c'est pas utopique en 2016 d'imaginer un système social pour répondre vraiment à la question, d'imaginer un système social qui puisse correspondre aux défis de la question sociale actuelle. Ce n'est pas impossible. Voilà, le problème, c'est que ça a tendance à péricliter parce que voilà, il y a cette origine endogène que j'ai expliqué tout à l'heure et cette origine exogène qui est la construction européenne principalement, qui fait que justement le système de protection sociale n'est pas en train d'exploser, mais en train le sol s'affaisse en fait sous ses pieds. C'est un peu cette image-là qui se passe en ce moment. Mais ce n'est pas irrémédiable. C'est pas comme très souvent j'entends, non mais de toute façon ça coûte cher, ça coûte trop cher. Il y a des choses qui coûtent bien plus cher en France. Voilà, ou c'est la faute des étrangers, ou je sais pas quoi, où il y a trop de fraude. Oui, bien sûr, il y a des fraudes. Bien sûr, il y a des fraudes. Mais après, si on s'en tient aux chiffres, encore une fois, la fraude fiscale, ça aussi c'est à la mode. En termes de chiffres, elle est bien plus importante que la fraude sociale. Grosso modo, elle est d'un rapport d'1 pour 5, à peu près. Grosso modo. Une des clés du coup pour sauver le système social français, ce serait de s'attaquer plus à la fraude fiscale, clairement, que je n'étais pas là au début du débat. Ça pourrait.
Oui, bien sûr, la fraude fiscale, effectivement, ça nuit à la santé économique de la France, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que au niveau des mentalités, après, je sais pas, après c'est l'œuf ou la poule, est-ce que c'est les changements économiques, la construction européenne qui ont fait qu'on en est venu à penser comme ça, ou est-ce que c'est les personnes qui se sont mis à penser comme ça et qui a permis justement l'essor de ça? Moi, j'ai plus tendance à penser que c'est le plan Marshall et compagnie, justement, qui ont permis ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait de ne pas avoir les manettes. Aujourd'hui, voilà, on remet en question, et les personnes, les fonctionnaires qui remettent en question le monopole fiscal de la sécurité sociale et tous les régimes de protection sociale, y compris les droits des salariés que j'évoquais tout à l'heure, sont remis en question par des personnes qui ont la loi avec eux. Il y a la libération, je connais mal la situation, mais clairement, le peuple avait les manettes, parce qu'il y avait... Il y avait déjà le gouvernement provisoire, justement, l'Assemblée constituante, tout ça, voilà, c'est... Une grande diversité, des communistes comme des gaullistes. Voilà, bon après, il ne faut pas rendre la situation idyllique non plus. Mais Hein. c'est De Gaulle intéressant. devait négocier avec les communistes Oui. qui représentaient 25 à 30%, beaucoup d'entre eux étaient armés, il y avait Moscou, enfin voilà. Je veux dire, justement, c'est ça qui est très très intelligent, je trouve, c'est qu'il y a eu un compromis. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le programme du CNR, c'est un compromis qui aujourd'hui encore fait sens pour plein de Français qui n'étaient pas nés, quoi. Oui, même si ça ne veut même pas que ça vienne du CNR. Et que malgré tout, voilà, et c'est en ça que je disais tout à l'heure que l'école de la République a bien fait son travail, parce que l'école publique, j'entends, a permis d'instituer ça. Après tout, il pourrait y avoir plein de personnes, aujourd'hui en 2016 et même avant, qui ne trouvent pas ça normal. Pourtant, c'est la plupart des personnes, hormis justement certaines, il y a toujours certaines particularités sur les droits de l'AME, sur les conditions d'octroi du RSA, voilà. Mais d'une manière générale, dans son fondement, c'est un consensus. Voilà. Social plus qu'économique, en France, non? Oui, social, donc économique, Oui, bien sûr. dans son application. J'ai l'impression qu'avant tout, il est social. Je sais pas. Oui, oui, c'est voilà, dans ce qu'on entend par la protection sociale en France, il y a une imagerie collective qui est en fait partagée et souvent identique avec énormément de personnes en France. En fait. Les gens n'ont pas les chiffres économiques, mais ils savent juste qu'ils sont protégés par leur assurance maladie ou quoi. Après, tu sais, si... Enfin, par exemple, pour se faire soigner d'un cancer type, je sais pas, cancer du poumon, je crois que c'est pas loin de 60 000 euros. Enfin, bon, c'est quand même pas mal. Hein. Et après, donc encore une fois, le système assurantiel pur, là aussi, donc il n'y a pas de socialisation du risque. Hein, je rappelle ce que c'était. C'est surtout ça aussi. C'est que c'est la prise en charge par la collectivité de l'assurance contre les risques sociaux que tu pourras avoir, mais ta participation n'est pas proportionnelle au risque que tu prends. Elle est proportionnelle à ton salaire. Ça, c'est un système de redistribution des richesses qui est partagé par énormément de personnes en France. Mais a priori, devant la loi, le prolétaire comme le patron, il est autant protégé. Alors, après, il y a plusieurs systèmes d'affiliation. Le cas des... quand je parle de l'assurance maladie en général, je parle du régime général et donc je parle des salariés. Voilà, après, dans le privé, c'est un peu particulier. Il y a le RSI et tout ça, qui est effectivement où il y a beaucoup de ponctions. Mais là, on est sur une autre politique budgétaire. On n'est plus pas tout à fait sur la politique sociale. Mais ça mérite débat, ça aussi. Une autre question peut-être. Sinon, on peut aussi arrêter et aller boire un café. Ou autre. Boire quelque chose. Allez, c'est tranché. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Allez, une dernière pour la route. Allez. Moi, je pense que par rapport à ton métier, tu dois rencontrer plein de gens. Et justement, sur les acquis sociaux que nous avons, quelle est la prise de conscience des gens par rapport à ces acquis sociaux? Parce que si les gens ont une certaine conscience de leurs acquis sociaux, et par rapport à l'histoire qui nous a permis de les avoir, alors ils les lâcheront moins facilement. Donc je trouve que des débats comme ça, ou des séances comme ça, c'est drôlement important. Et je te remercie de les avoir organisés, parce que lorsque les gens sont conscients d'une chose, mais c'est bien, mais lorsqu'ils ont conscience du processus qu'il a fallu pour obtenir cette chose, c'est totalement différent. Et ils lâcheront beaucoup moins. Donc le sens de l'histoire est à protéger, etc.
Il y a une méconnaissance inouïe, il y a une méconnaissance inouïe des personnes que je rencontre, hein, des droits auxquels ils ont droit. Parce qu'il y a un principe qui semble tout bête quand on le dit, mais il faut le rappeler, c'est que plus on est dans une situation d'urgence sociale, quand je qualifie d'urgence sociale, c'est-à-dire que au final, pour être un petit peu caricatural, plus on est pauvre, moins on a la possibilité de penser au lendemain. Hein, quand on a le ventre vide et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, en gros, c'est difficile de se poser des questions existentielles. Voilà. Et d'une manière générale aussi, avant tout, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à survivre et qui, pour ça, sont quelque part, institutionnellement, sont à plat ventre, en fait. Je pense à certaines personnes, on peut leur demander, leur faire faire absolument tout et n'importe quoi, qui va au-delà de la légalité. Parce que les personnes sont... c'est ça qu'on appelle l'aliénation, quoi. Elle n'est pas forcément, aujourd'hui, elle n'est pas forcément par le travail. Quand on parle d'urgence sociale, c'est ça vraiment... le SAMU social, par exemple, d'ailleurs, c'est un médecin, c'est le docteur Emmanueli, qui s'est basé sur les idées justement du SAMU et de la notion d'urgence, en répercutant aux personnes qui vivent à la rue. Parce que quand on vit à la rue, il y a un bouquin formidable que je recommande à tout le monde de lire, parce qu'il va au-delà des clichés de bienséants, bien-pensants, etc. Ça s'appelle Les Naufragés, de Patrick de Clercq. Patrick de Clercq, en fait, il a été connu pour avoir ouvert à Nanterre le premier centre d'écoute psychologique pour les SDF. Parce qu'il est psy, il n'est pas travailleur social de formation. Et donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Naufragés, donc le sous-titre c'est Avec les clochards de Paris. Et donc il a fait des expériences, il a vécu auprès donc, des clochards, comme il les appelle exprès, de Paris pendant plus d'1 an. Et donc justement il montre que ce sont vraiment des naufragés en fait, puisque justement nous avons certains aspects de notre société qui par définition est excluante. Il y a une notion d'urgence à la rue, c'est très difficile de survivre. Mais je parle vraiment de survie, pour ça que De Clercq parle de naufragés en empruntant cette imagerie de l'île déserte et de Robinson Crusoe. C'est vraiment ça, d'ailleurs, il y en a qui ressemblent à Robinson Crusoe. C'est vrai. C'est Alors, comment ? Moi j'ai croisé des SDF qui étaient contents de lire de la littérature dans la rue et qui se sentaient libres et on parlait, c'était des belles rencontres, mais précisément ils étaient aliénés parce qu'ils ne connaissaient pas tous leurs droits, je pense, sans les prendre de haut. Alors oui, alors là, ça va encore plus loin en fait, là, parce que juste pour finir de répondre, donc voilà, cette urgence sociale fait qu'il y a une méconnaissance des droits, et d'ailleurs il y a même des livres qui sortent à propos de ce qu'on appelle le non-recours. Il y a énormément d'ailleurs d'économies qui sont faites toutes seules, à propos des personnes justement qui peuvent avoir droit, et là pour le coup qui en auraient besoin, à certains dispositifs mais qui n'y accèdent pas par méconnaissance. Donc très souvent le rôle de l'assistance sociale aussi c'est de, comme on dit, participer à l'ouverture des droits, se rendre compte que personnes sont dans certaines situations problématiques et donc nous justement on leur apporte notre savoir justement pour pouvoir remédier à certaines situations. Mais après au niveau justement des personnes sans abri, qui au final outrepassent leurs conditions et arrivent à bien le vivre, là on arrive à une désaffiliation sociale justement qui, je peux l'expliquer mais... Il y en a qui refusent ces droits-là, pour être allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont on peut parler. C'est marrant, là-bas il y a ce qu'on appelle les punks à chiens de manière parfois méprisante, mais il y a eux-mêmes... Comment ? Qu'on voit très rarement. Ouais, mais eux-mêmes sont divisés en 2 camps sur la ZAD, c'est drôle, il y a ceux qui refusent le RSA parce qu'ils veulent être cohérents, en gros ils sont contre l'État, il y a ceux qui l'acceptent et qui sont un peu moins cohérents aux yeux de certains. Alors ça c'est cette histoire de punk à chien, c'est un peu, ça me fait sourire parce qu'on a eu des conversations avec beaucoup de personnes à ce sujet. Très souvent, déjà un peu plus sérieusement au début, d'une manière générale, les personnes qui vivent à la rue subissent leurs conditions. Oui, là-bas, il y en a qui l'assument, c'est ça qui est beau. Alors justement, j'y viens. En fait, c'est que il faut savoir quand même, en vivant à la rue, ça dépend des villes, ça dépend des conditions climatiques aussi. Mais pas la rue, justement, c'est le bocage. On peut tomber facilement malade, on est en proie à toute forme de violence, on peut se faire dépouiller, on peut se faire tabasser, on peut se faire violer aussi. Donc non, c'est pas évident. D'ailleurs, justement, ça t'aura pas échappé, il y a beaucoup plus d'hommes dans la rue que de femmes. Parce que bon, ça c'est sans doute des principes sociologiques qui remontent à très loin au niveau de la société holiste, quoi, en gros, qui forment une communauté. C'est que très souvent les femmes
en fait, sont plus facilement prises en charge par la famille, par les amis, etc., que les hommes, avec cette image encore justement que l'homme doit s'accomplir lui-même, il doit être fort, il doit être machin. Donc très souvent, en fait, les hommes sont majoritairement les personnes qui sont à la rue, contrairement aux femmes. Après, donc tout ça c'est subi, et au bout d'un moment, la désaffiliation est telle que lorsque l'on parle d'institutionnalisation, par exemple, des personnes qui vont très souvent en prison, à un moment donné, à force ou par exemple les hôpitaux psychiatriques ou les maisons, voilà, les appartements thérapeutiques, tout ce qui en gros te sort du milieu ordinaire, comme on dit, et où on a toujours un travailleur social au basque, ou un médecin, un infirmier, machin. Au bout d'un moment, on s'habitue à ça et on devient ce qu'on appelle en psy anaclytique. Mais la personne anaclytique, c'est par exemple c'est le bébé qui sait très bien marcher, mais à partir du moment où on lui lâche la main, il tombe. Alors qu'il sait marcher. Ben, c'est exactement pareil pour beaucoup de personnes qui vivent à la rue et qui au bout d'un moment sont institutionnalisées en fait par cette vie à la rue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment ils s'approprient parce qu'ils arrivent à avoir une existence sociale dans la rue, aussi aberrant que ça puisse paraître. Il y a une utilité sociale du clochard. Justement, il outrepasse donc les codes que l'on considère sans doute comme toi et moi comme normaux, c'est-à-dire le fait de se doucher régulièrement, de se lever le matin, de gagner sa croûte. Il y a certaines personnes qui au final en viennent à refuser ça parce que finalement ils arrivent à s'en sortir entre guillemets dans la rue et qu'ils ont dans leur désaffiliation sociale, ça leur confère une autre reconnaissance sociale en fait. Et après, pour en parler des punks à chiens, je ne veux pas faire de généralité encore une fois, mais donc, quand on dit punk à chiens, on va essayer de se mettre d'accord parce que c'est pas trop une définition. C'est une image, voilà. Donc par cette image-là, j'entends des personnes relativement jeunes avec un accoutrement paramilitaire, avec des chiens qui boivent beaucoup de bière, etc. Très souvent, ce sont, je pense, des personnes qui ont le choix. C'est-à-dire qui au début n'ont pas subi ça et qui ont décidé, sans doute parce qu'ils ont lu beaucoup de livres, donc qui sont déjà dans une condition sociale déjà plus aisée. Pour lire des livres, il faut avoir le ventre plein. Voilà, qui vont sans doute avoir une éducation aussi, et qui fait qu'à un moment donné, on va faire le choix d'aller dans la rue. Donc là, le choix, il s'opère dès le début. C'est pas suite à une situation subie, c'est une situation où l'on agit. Je pense que voilà, c'est un peu particulier. D'ailleurs, ces personnes-là, si on peut, encore une fois, ça me gêne de faire des généralités, mais celles que tu décris, du moins, on les voit jamais on les voit jamais, par exemple, dans les services d'accueil et d'orientation, dans les CHRS donc, que j'évoquais tout à l'heure. Il y en a, mais ils sont pas légion. Je vous propose d'arrêter là et de continuer le débat. Si vous Avec voulez. plaisir. Allez. Ça marche. Merci à tous. Merci, cher.